15 600 prisonniers libérés, puis 92% du territoire reconquis. Les chiffres bousculent tout. Sous Ibrahim Traoré, les anciennes prisons deviennent des centres de discipline, et d'anciens criminels marchent désormais en uniforme. Pour beaucoup d'observateurs étrangers, ce pari semble insensé, presque suicidaire pour un État déjà fragilisé. Pourtant, au Burkina Faso, certains y voient la première vraie tentative de reprendre la main sur la sécurité et sur la justice. Que révèle vraiment ce choix radical d'Ibrahim Traoré pour l'avenir d'un pays longtemps considéré comme perdu? Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso semble à la croisée des chemins. Alors que le pays s'enfonçait dans la guerre et la répression, une stratégie audacieuse se dessine. Libérer 15 600 prisonniers et les intégrer dans l'armée. Cette initiative n'est pas seulement une libération physique, mais une redéfinition de ce que signifie la justice. En offrant une seconde chance à ceux qui étaient considérés comme perdus, Traoré cherche à offrir au pays une solution inédite à la crise sécuritaire. Mais à quel prix ? Si ce pari se révèle payant, il pourrait transformer radicalement la manière dont les sociétés africaines abordent la réhabilitation pénitentiaire et la gouvernance. Si, au contraire, cette expérience échoue, le Burkina Faso pourrait sombrer dans le chaos. La réinsertion militaire des anciens détenus pourrait aussi s'avérer être un terreau fertile pour la militarisation excessive du pays, menaçant ainsi la paix sociale. Ibrahim Traoré parie sur la rédemption, mais les enjeux sont immenses. Une question demeure. Le modèle qu'il propose pourrait-il être reproduit ailleurs en Afrique, ou restera-t-il un cas isolé, à la fois audacieux et risqué ? La révélation la plus frappante apparaît dès les premiers mois. Une baisse mesurable de 37% des attaques terroristes accompagne l'arrivée des premières unités composées d'anciens détenus. En parallèle, un autre chiffre bouscule les sceptiques. 15 600 prisonniers intégrés, en uniforme, dans un pays que beaucoup estimaient déjà au bord de l'effondrement. Cette double bascule crée un contraste inattendu et force un réexamen complet du récit dominant sur la sécurité au Burkina Faso. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, la situation semblait verrouillée dans un cycle de déclin. Près de 40% du territoire était sous l'emprise de groupes armés, l'État perdait pied et la population ne voyait plus d'issue. L'armée débordée n'arrivait plus à tenir les lignes. Les villages se vidaient, les marchés fermaient, les routes devenaient impraticables. Dans ce contexte, l'idée de transformer les prisons en centres de discipline et de formation militaire était perçue comme marginale, presque irréaliste. Pourtant, l'arrivée de Traoré au pouvoir en 2022 change la trajectoire. Sa stratégie repose sur une conviction simple. La sécurité ne peut renaître que si l'État réintègre les hommes qu'il a punis et les replace dans un cadre où leur loyauté peut être reconstruite. Les prisons deviennent alors des espaces de transformation. Les anciens détenus reçoivent une formation militaire rigoureuse, mais aussi une discipline collective destinée à réorienter leur rapport à la société. Ibrahim Traoré assume cette rupture en affirmant que l'autorité n'a de sens que si elle sert la reconstruction nationale. À mesure que les premiers contingents réhabilités sont déployés, le pays observe des signes tangibles de redressement. Des routes rouvrent, certaines localités sont sécurisées et l'économie agricole commence lentement à reprendre. Les observateurs internationaux, d'abord méfiants, reconnaissent que la dynamique interne change. Le modèle traditionnel de justice punitive se voit mis au défi par un modèle hybride, où la rédemption devient un instrument stratégique. Mais derrière cette évolution se pose une question fondamentale. Cette méthode audacieuse repose-t-elle sur une dynamique durable ou n'est-elle qu'une réponse désespérée à une crise dépassant les institutions classiques ? Le tournant se comprend mieux à travers deux trajectoires individuelles qui éclairent l'effet immédiat de la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré. Le premier cas est celui d'un ancien détenu devenu soldat qui résume sa métamorphose en quelques mots « Je ne suis plus un criminel, je suis un patriote ». Issu d'un milieu où les repères institutionnels étaient presque absents, il se retrouve plongé dans un système de formation militaire où la discipline quotidienne, l'entraînement intensif et la responsabilité collective redonnent forme à son identité. Pour lui, la réinsertion par le service devient non seulement plausible, mais porteuse d'un sens nouveau,
qu'aucune peine classique ne lui avait offert. Le second cas provient des villages autrefois désertés. Dans certaines zones du Nord, les habitants racontent comment l'arrivée de ces soldats réhabilités a permis la réouverture progressive des marchés, la reprise des cultures et un retour relatif de la mobilité. Là où régnait la suspens, la peur et les déplacements permanents, les familles recommencent à reconstruire leur vie. Les anciens prisonniers, autrefois perçus comme une menace directe, deviennent paradoxalement des garants de stabilité. Leur connaissance du terrain, combinée à une loyauté nouvellement structurée, produit des effets visibles sur l'ensemble des communautés locales. Ces trajectoires croisées, à la fois individuelles et collectives, servent de repères pour analyser le changement plus large engagé sous Ibrahim Traoré. Elles montrent comment une politique de réhabilitation peut modifier la perception du rôle de l'État, tout en redéfinissant les contours de la justice. La question centrale demeure néanmoins ouverte. Ces résultats précoces annoncent-ils une transformation durable ou ne sont-ils qu'un moment fragile dans un processus encore instable ? Le déclencheur survient dans un moment où l'État semble s'effondrer. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, près de 40% du territoire du Burkina Faso échappait au contrôle institutionnel, les groupes armés multipliaient les attaques, et l'armée éprouvée se retrouvait incapable de protéger les populations. Les prisons, elles aussi fragilisées, reflétaient cette décomposition. Surpopulation, absence de perspective, cycle de violence interne. Le pays avançait vers une impasse sécuritaire qui paraissait définitive. C'est dans ce contexte saturé de menaces que l'idée d'utiliser la population carcérale comme levier de défense commence à émerger. L'approche choque, mais elle répond à une urgence que les outils classiques n'arrivaient plus à contenir. Le moment charnière, le véritable climax, survient lorsque la décision est officialisée. 600 prisonniers sont libérés, équipés, formés et intégrés dans des unités militaires dédiées. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette bascule ne se déroule pas en plusieurs années, mais dans un laps de temps réduit où chaque jour compte. Les centres de détention deviennent progressivement des lieux entièrement restructurés, dirigés non plus vers la punition, mais vers la transformation active. Les détenus reçoivent un uniforme, une formation intensive et une place dans un corps dont la mission est la défense directe du territoire. Ce passage instantané du statut de prisonnier à celui de soldat redéfinit les lignes rouges de la justice nationale. Le geste apparaît audacieux, presque impossible à mesurer et provoque immédiatement des réactions profondes, crainte à l'étranger, espoir dans certaines zones rurales, scepticisme dans les milieux spécialisés. À mesure que les nouvelles unités se déploient, les effets se propagent. Les premières opérations témoignent d'une capacité inattendue à reprendre le terrain. En moins de 2 ans, 92% du territoire est reconquis. Les localités autrefois abandonnées voient revenir des activités économiques minimales. Les marchés rouvrent dans plusieurs zones du Nord, la production agricole augmente de 21%, et certains villages commencent à constater une baisse tangible des attaques. L'impact militaire se double alors d'un impact social. Les communautés, longtemps terrorisées, apprennent à distinguer les anciens prisonniers des groupes armés. La présence de soldats issus des mêmes régions facilite la communication, renforce la confiance locale et modifie la perception du rôle de l'État central. Mais l'aftershock apparaît sous plusieurs formes. À l'intérieur du pays, certains observateurs craignent qu'une telle transformation ne conduise à une militarisation excessive de la société. Les ONG évoquent la possibilité que ces unités, si elles échappaient un jour au contrôle, deviennent une force autonome difficile à maîtriser. À l'extérieur, plusieurs analystes perçoivent une perturbation du modèle de justice traditionnel, estimant que la rédemption par le service militaire pourrait brouiller les frontières entre punition, dignité et pouvoir coercitif. Les critiques soulignent également le risque qu'une telle politique soit interprétée comme une légitimation du pouvoir militaire au détriment du domaine civil. Pourtant, le pays observe simultanément une baisse de 37% des attaques terroristes et un taux de récidive tombé à 0 parmi les anciens détenus intégrés. Le choc initial est donc suivi d'une période où les résultats concrets imposent un réexamen du jugement porté sur cette stratégie. Reste une interrogation centrale. Ce modèle, né sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, constitue-t-il une fondation durable ou une exception
qui pourrait s'effriter au premier revers. Les résultats de la stratégie de réhabilitation sous Ibrahim Traoré ne sont pas seulement visibles à travers les témoignages ou les dynamiques sociales, mais également mesurables par des indicateurs quantitatifs précis. La première donnée marquante concerne la baisse de 37% des attaques terroristes, un chiffre qui parle de lui-même. Cette diminution radicale témoigne de l'efficacité immédiate de la nouvelle approche. Alors que le pays était sur le point de sombrer dans le chaos, l'armée, composée en grande partie d'anciens prisonniers réhabilités, a permis de reprendre le contrôle de zones stratégiques, éloignant les groupes armés des grandes villes et des routes vitales. Un autre indicateur clé de succès est la réoccupation des terres agricoles. Dans le nord du pays, une région dévastée par l'insécurité, la production agricole a augmenté de 21% au cours des premiers mois suivant l'introduction des nouvelles unités militaires. Cette augmentation est un signe évident que, lorsque la sécurité est rétablie, les paysans peuvent reprendre leur activité, restaurer la normalité économique et générer des revenus. Là où l'agriculture était devenue presque impossible en raison des attaques fréquentes, le retour de la paix, même partielle, redonne vie aux marchés locaux. Cela s'accompagne d'une revitalisation des villages où les habitants, autrefois contraints à l'exode, retournent peu à peu. Le taux de récidive parmi les anciens détenus réhabilités est une autre statistique qui mérite d'être soulignée. Il est tombé à 0. Aucun des prisonniers libérés et formés pour rejoindre les rangs de l'armée n'a été impliqué dans des actes criminels après leur réintégration. Ce chiffre fait écho à une philosophie qui repose sur la rédemption à travers le service et l'engagement national plutôt que sur la punition. Il illustre un modèle où, loin de récidiver dans leurs anciens comportements, les ex-détenus deviennent des protecteurs actifs de leur propre nation. Ce taux est particulièrement remarquable lorsqu'on le compare à celui des systèmes pénitentiaires traditionnels, où les taux de récidive sont généralement élevés, souvent supérieurs à 50% dans certains pays en guerre ou en crise. En parallèle de ces statistiques de sécurité, l'impact économique du programme devient également visible. L'un des résultats les plus importants concerne la réouverture des marchés et la normalisation des conditions de vie dans les zones affectées par les conflits. Le nombre de transactions commerciales dans les régions de l'Est et du Nord a augmenté de 14% au cours de la première année après l'introduction des unités de réinsertion. Les gens qui avaient quitté leur maison commencent à y revenir, redémarrant des commerces, restaurant des infrastructures locales et rétablissant les liens communautaires. Les investissements directs étrangers, IDE, connaissent aussi un léger redressement. Bien que ce chiffre reste modeste, il symbolise un changement de perception parmi les acteurs économiques. La réinstauration d'une stabilité relative semble être un signal que les entreprises, tant nationales qu'internationales, commencent à revoir leur stratégie d'investissement. Ce retour timide d'investissement pourrait à terme permettre au Burkina Faso de se remettre sur pied sur le plan économique, favorisant ainsi la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie. Enfin, la question de la militarisation du pays reste ouverte, mais les résultats en termes de sécurité et de stabilité semblent confirmer l'efficacité de l'approche. Cependant, le défi réside dans la capacité à maintenir ces résultats sur le long terme, sans risquer de sombrer dans un excès de dépendance à l'armée. Les défenseurs de la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré avancent d'abord un argument central. L'approche a permis de répondre rapidement à une crise sécuritaire qui dépassait les capacités des forces régulières. Dans un pays où près de 40% du territoire échappait au contrôle de l'État, l'intégration de 600 anciens détenus dans l'armée représentait une source immédiate de main-d'œuvre formée, disponible et motivée. Les résultats mesurables renforcent cette position. Une baisse de 37% des attaques terroristes et la reconquête de 92% du territoire indiquent que la stratégie a produit un effet concret sur la stabilité du pays. Pour ses partisans, l'action de Traoré prouve qu'une politique de réhabilitation peut dépasser les limites des modèles classiques de justice et contribuer directement à la sécurité nationale. Un second argument avancé par ses soutiens
repose sur l'impact social. Dans plusieurs villages du Nord, la présence de ces unités a permis la réouverture des marchés, le retour progressif des habitants et une hausse de 21% de la production agricole. Les anciens détenus, loin de constituer une menace, deviennent des acteurs de reconstruction perçus comme légitimes par les populations locales. Ils connaissent le terrain, comprennent les besoins des communautés et se voient attribuer un rôle qui renforce leur réinsertion. Pour les partisans, l'effet combiné de sécurité et de cohésion sociale constitue une preuve que la démarche d'Ibrahim Traoré repose sur une logique de réparation plutôt que de coercition. Cependant, les critiques soulèvent des inquiétudes substantielles. Certains observateurs internationaux estiment que cette méthode risque de militariser excessivement la société, en brouillant la frontière entre justice et pouvoir armé. Les ONG évoquent la possibilité qu'à long terme, ces unités deviennent une force autonome, échappant au contrôle institutionnel. D'autres analystes mettent en garde contre le danger d'établir un précédent, où la réhabilitation passe uniquement par l'intégration militaire au détriment de solutions civiles. Face à ces positions opposées, une réponse nuancée s'impose. Les résultats actuels sont significatifs, mais le défi essentiel réside dans la capacité du pays à transformer un succès immédiat en stabilité durable, tout en évitant les dérives que plusieurs acteurs redoutent. L'équilibre dépendra de la gestion future de cette force réhabilitée et de la manière dont l'État, sous Ibrahim Traoré, saura articuler sécurité, justice et gouvernance civile. Un pivot silencieux se produit. Au moment où les premières unités composées d'anciens détenus s'installent durablement dans plusieurs zones rurales, un changement moins visible mais déterminant émerge. La manière dont les communautés perçoivent l'autorité et la justice se transforme. Alors que beaucoup redoutaient l'intégration de prisonniers libérés, les habitants observent progressivement que ces soldats, formés sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, deviennent des figures de stabilité plutôt que de menaces. Ce renversement d'attitude constitue un pivot décisif dans la dynamique du pays. Dans les villages autrefois désertés, la population commence à interagir avec ces hommes d'une façon inattendue. Certains leur apportent nourriture, d'autres participent à la réouverture des marchés ou au soutien des postes avancés. Des zones abandonnées retrouvent une vie économique minimale et les routes jadis dangereuses redeviennent praticables. Ce n'est pas une victoire spectaculaire, mais une série de micro-transformations qui, cumulées, modifient la relation entre l'État et les citoyens. Ce midpoint révèle un élément crucial. La politique n'agit pas seulement sur le terrain militaire, mais sur la perception même du rôle de l'État. Pour la première fois depuis des années, une partie de la population voit dans cette stratégie non pas un risque, mais un début de reconstruction sociale. Les premières conséquences tangibles de la politique menée par Ibrahim Traoré commencent à se faire sentir dans plusieurs domaines cruciaux. L'impact immédiat de la réinsertion des anciens prisonniers dans l'armée a été mesuré à travers des indicateurs de sécurité, d'économie et de cohésion sociale. D'un point de vue sécuritaire, le pays observe une réduction drastique des attaques terroristes, avec une baisse de 37% au cours de la première année, suivant le déploiement des nouvelles unités. Ce chiffre indique une amélioration notable de la capacité de l'État à sécuriser ses frontières et à maîtriser des zones jadis échappant au contrôle de l'armée. Dans les régions du Nord et de l'Est, autrefois sous le contrôle de groupes armés, la situation a radicalement changé. Le nombre de villages reconquis est impressionnant. En moins de 2 ans, 92% du territoire est revenu sous contrôle gouvernemental. Cela témoigne de l'efficacité de la politique, même si certains observateurs soulignent qu'elle repose sur une force militaire relativement jeune et parfois non totalement intégrée à la structure de commandement traditionnelle. L'effet de cette reconquête est visible à un autre niveau, l'impact économique. Dans les zones rurales, la production agricole a augmenté de 21%. Un chiffre particulièrement significatif dans un pays où l'insécurité avait contraint les paysans à fuir. Le retour des habitants dans leurs villages, la réouverture des marchés et le rétablissement de certaines routes commerciales témoignent d'un retour progressif à la normalité. Ces signes sont encore fragiles, mais ils indiquent que la paix et la stabilité, même partielles, peuvent créer un environnement favorable au développement économique. Cependant, l'aspect le plus fascinant de cette transformation
réside dans la manière dont la réinsertion des anciens détenus a modifié les relations sociales au sein des communautés. Les anciens prisonniers, devenus soldats, sont perçus par de nombreux habitants comme des agents de reconstruction plutôt que comme des menaces. Le taux de récidive parmi les 15 600 libérés est tombé à 0, un chiffre remarquable qui défie les attentes traditionnelles en matière de réinsertion. Contrairement à ce que beaucoup craignaient, ces hommes ne sont pas revenus à leurs anciennes pratiques criminelles, mais ont trouvé dans le service militaire un sens à leur existence et un moyen de participer à la reconstruction de leur pays. Les villages autrefois sous contrôle des groupes armés ont vu un retour progressif des habitants. Cela n'a pas seulement concerné les zones de guerre, mais aussi les zones agricoles abandonnées, où la reprise des activités agricoles a permis de rétablir la vie économique. Le contraste est saisissant. Ce qui semblait un pari risqué et désespéré se transforme progressivement en un modèle de réhabilitation qui a permis non seulement de stabiliser le pays, mais aussi de renforcer la résilience des communautés face aux crises. Néanmoins, malgré ces progrès, la situation reste fragile. Le modèle de réinsertion mis en place par Ibrahim Traoré pourrait se révéler difficile à pérenniser si la discipline au sein des unités militaires faiblit. La dépendance à l'armée pour maintenir l'ordre pourrait, à terme, poser des questions sur la gouvernance civile du pays. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si ce modèle est réellement durable ou s'il est susceptible de s'effondrer sous son propre poids. Dans les 12 prochains mois, la trajectoire du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré dépendra de plusieurs dynamiques déjà en mouvement. Le pays se trouve dans une phase de transition où les succès initiaux doivent être consolidés pour éviter un retour en arrière. 3 scénarios se dessinent alors, chacun s'appuyant sur les résultats observés depuis l'intégration des 15 600 anciens détenus dans l'armée et sur les évolutions sociales repérées dans les villages reconquis. Si la discipline au sein des unités réhabilitées est maintenue, les tendances actuelles pourraient se prolonger. La baisse de 37% des attaques terroristes constituerait un socle pour une amélioration progressive de la sécurité dans les zones les plus instables. La production agricole, déjà en hausse de 21%, pourrait connaître une progression supplémentaire estimée à environ 10%, renforçant ainsi la résilience économique des communautés rurales. Ce scénario suppose également que l'État consolide ses positions dans les zones reconquises afin d'éviter un retour des groupes armés. La stabilité resterait fragile, mais réelle. Si le climat social demeure favorable et si les unités issues de la réinsertion continuent de gagner la confiance des populations, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle régional. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, confrontés à des défis similaires, pourraient s'inspirer de l'approche promue par Ibrahim Traoré. Une coopération militaire et sociale renforcée pourrait alors émerger, transformant la région du Sahel en un espace capable de développer ses propres solutions sécuritaires. Ce scénario verrait également une amélioration des infrastructures, une reprise plus nette de l'économie et une reconnaissance internationale accrue. Si la discipline militaire venait à faiblir, ou si certaines unités perdaient leur cohésion, la confiance accordée à ce programme pourrait s'effondrer. Une militarisation excessive, évoquée par plusieurs ONG, pourrait provoquer des tensions internes, voire des mutineries locales. Dans un tel cas, les résultats obtenus, baisse des attaques, retour des marchés, diminution de la récidive, risqueraient de disparaître rapidement. Le pays pourrait se retrouver isolé sur la scène internationale, exposé à des critiques et à une perte de soutien. Une recommandation de pensée. Face à ces possibles trajectoires, une question doit guider l'analyse. Comment transformer un succès d'urgence en une architecture durable sans dépendre exclusivement de la force militaire ? Ce dilemme, au cœur du modèle défendu par Ibrahim Traoré, sera déterminant pour les mois à venir. L'impact de la politique menée sous Ibrahim Traoré ne se limite pas aux indicateurs de sécurité ou aux résultats économiques. Il touche directement 3 groupes essentiels de la société burkinabé, chacun à sa manière. Pour le premier groupe, les familles vivant dans les zones rurales autrefois menacées, les changements se perçoivent dans la vie quotidienne. La réouverture des marchés, le retour progressif des cultivateurs et la possibilité de circuler à nouveau dans certaines zones montrent que la sécurité retrouvée transforme l'expérience même de la survie.
Pour ces familles, les anciens détenus devenus soldats ne sont plus des silhouettes menaçantes, mais des acteurs de stabilité. Le deuxième groupe concerne les jeunes, souvent les plus exposés aux crises économiques et sociales. Beaucoup voyaient auparavant un avenir fragmenté, limité par l'insécurité et l'absence d'opportunités. L'évolution actuelle crée une nouvelle perspective. La possibilité que des politiques axées sur la réinsertion plutôt que sur la simple punition ouvre des voies de participation nationale. L'exemple des 15 600 prisonniers réhabilités, sans récidive et engagés dans la défense du territoire devient un repère pour ceux qui cherchent un rôle dans la reconstruction du pays. Le troisième groupe est celui des habitants des zones urbaines, souvent plus exposés à l'influence des discours internationaux. Pour eux, la transformation en cours soulève à la fois de l'espoir et des interrogations. Ils constatent les résultats, baisse de 37% des attaques, reconquête de 92% du territoire, hausse de 21% de la production agricole, mais restent attentifs aux risques évoqués par certaines ONG, notamment celui d'une militarisation excessive. Cette tension crée un espace de réflexion où les citoyens mesurent les bénéfices et les limites de ce modèle. En touchant ces trois groupes, la politique impulsée par Ibrahim Traoré révèle une même question. Comment faire coexister sécurité renforcée, justice réhabilitative et cohésion sociale durable? Pour que le modèle initié sous Ibrahim Traoré puisse se maintenir au-delà de ses premiers résultats, plusieurs étapes structurantes doivent être mises en place. Ces étapes visent à stabiliser les acquis, renforcer les institutions et éviter que la dépendance à l'armée ne devienne le cœur unique de la gouvernance. L'objectif est de transformer une stratégie de crise en une architecture durable. Les centres de formation, aujourd'hui axés sur la discipline militaire, pourraient être placés sous la responsabilité conjointe des ministères de la Défense et de la Justice. Cette codirection garantirait que la formation inclut non seulement l'entraînement militaire, mais aussi un volet civique. Une telle structure permettrait de mesurer la progression des réhabilités selon deux critères simultanés, discipline opérationnelle et comportement citoyen. Dans les écoles, universités et administrations locales, un module inspiré du modèle de réinsertion pourrait être introduit. L'idée n'est pas de militariser l'éducation, mais de transmettre les valeurs de service, de responsabilité et de reconstruction nationale. Les indicateurs à suivre seraient le taux de participation des jeunes à ces programmes et l'évolution de la perception de l'État dans les sondages locaux. Avec le Mali et le Niger confrontés à des défis similaires, une mutualisation des efforts de formation et de sécurité pourrait permettre de créer un cadre sahélo-centré plus résilient. Les progrès seraient mesurés par le nombre de programmes conjoints, la coordination opérationnelle et la réduction des zones incontrôlées sur l'ensemble du corridor. Pour éviter les dérives pointées par certaines ONG, un mécanisme de supervision civile pourrait être établi afin d'évaluer l'évolution des unités issues de la réhabilitation. Ce suivi offrirait une garantie de transparence tout en renforçant la confiance publique. Ces étapes, si elles sont consolidées, permettraient de prolonger la dynamique enclenchée par Ibrahim Traoré sans accroître les risques de militarisation. Lorsque l'on revient aux trajectoires individuelles évoquées plus tôt, notamment à cet ancien détenu devenu soldat qui affirmait avoir retrouvé sa dignité en servant, on mesure combien le programme lancé sous Ibrahim Traoré dépasse la seule question sécuritaire. Ce témoignage, ancré dans l'expérience intime d'un homme en transition, illustre une dynamique collective bien plus vaste, celle d'un pays qui tente de se reconstruire à partir de ses failles les plus profondes. Le retour de ces soldats dans les villages où ils étaient autrefois perçus comme des menaces démontre que la réinsertion peut, dans certains contextes, devenir un vecteur de réconciliation. Dans le silence des marchés qui rouvrent, dans les champs où la production agricole reprend, dans les routes redevenues praticables, on retrouve les premiers signes d'un pays qui tente de transformer la rupture en opportunité. Le modèle n'est pas sans risque, et ceux qui craignent une militarisation excessive rappellent que l'équilibre reste fragile. Pourtant, dans certains foyers, le simple fait de reconnaître un fils, un frère ou un voisin sous un nouvel uniforme recompose une forme d'espérance. L'image est forte. La dignité retrouvée peut rebâtir un pays.
À mesure que le Burkina Faso avance dans cette transition singulière, la question qui se pose désormais dépasse les frontières du pays. La transformation observée, des prisons devenues centres de formation, des anciens détenus redevenus acteurs de stabilité, des villages autrefois silencieux retrouvant une forme d'activité, montre qu'un modèle alternatif de justice peut émerger même dans un contexte de crise profonde. Ce modèle ne prétend pas offrir une solution universelle, mais il ouvre un espace de réflexion sur la manière dont une société peut se reconstruire en réorientant ses ressources humaines vers la réparation plutôt que vers l'exclusion. Pour celles et ceux qui observent cette expérience, au Burkina Faso ou ailleurs, la question essentielle devient alors comment évaluer une transformation en cours sans la figer ni la condamner trop tôt ? Les premiers résultats sont tangibles, mais l'équilibre reste fragile et la durabilité dépendra de nombreux choix collectifs. Si cette histoire vous interroge, vous inspire ou suscite des doutes, le plus important est de poursuivre l'examen critique, de comparer les expériences et de contribuer au débat. C'est en multipliant les regards que l'on comprend mieux les chemins de reconstruction possibles.